Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus nombreux ce soir dans ce magnifique endroit qui nous a été concédé par le conseil départemental et la CCI de Tourret, qui nous a permis d'occuper cette salle ce soir. Merci à eux deux. Donc, je vous présente Frédéric Vallès, je suis membre de la Smart Base RH. Smart Base RH, projet de territoire qui a pour vocation notamment de créer des liens. Ce projet aujourd'hui, et du moins ces liens vont prendre une forme particulière ce soir, puisque nous allons accueillir donc deux membres de l'université. Nous allons accueillir Romuald Legouille, qui est ici présent, et qui est doctorant au laboratoire Valorel, un laboratoire de recherche en management. Et ensuite, nous aurons Laurent Maudisson, qui est maître de conférence à l'IAE, et qui va également intervenir ce soir. Donc, l'objet de ces deux présentations, c'est de travailler cette relation qu'on a entre l'université et le monde de l'entreprise. Et les deux sujets qui seront présentés ce soir seront en relation, en lien avec les armées, notamment sur la marque employeur et sur le capital marque. Donc sans plus attendre, Romuald, à toi la parole. Merci beaucoup Frédéric. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Ravi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter ces premiers résultats issus de ma recherche doctorale, des résultats qui sont malgré tout préliminaires, même si je reviendrai sur l'ensemble du dispositif. Je tiens à cet égard à remercier évidemment l'armée de l'air et l'armée de terre qui constituent en fait les deux institutions qui m'accueillent et qui permettent d'avoir des données dont je vous expose les résultats aujourd'hui. Et puis un double remerciement à la Smart Base RH et à l'ensemble de ses membres. En premier lieu, parce que historiquement, en fait, la Smart Base RH a été à l'interface, au carrefour, en fait, des différents signataires de ce projet de recherche, donc sans laquelle je ne pourrais pas vous présenter quoi que ce soit aujourd'hui. Et puis, tout simplement et plus prosaïquement, aujourd'hui, pour m'avoir invité et me permettre de vous présenter ces résultats. Alors, une étude qui porte, en fait, sur la marque employeur, alors peut-être dans une conception en termes d'outils de gestion un petit peu plus rare que la simple attractivité, où elle pourrait être pensée comme outil de fidélisation du capital humain, donc notamment dans les cas de l'armée de terre et de l'armée de l'air, évidemment. Donc pour vous dire, à l'université on aime les plans, pour vous décrire un petit peu comment je vais articuler mon propos ce soir, très rapidement je vais revenir sur la genèse et les objectifs de ce projet de recherche. Ensuite je vous dirai un mot de la méthodologie. Je ne sais pas si c'est ce qui vous a fait venir ce soir, mais je pense que c'est important pour que vous puissiez juger de la qualité des résultats, de leur validité et de leur fiabilité. Et puis ensuite je m'attarderai évidemment principalement sur les principaux résultats que j'ai essayé de penser de façon à ce qu'ils soient intéressants pour n'importe quel type d'organisation et pas simplement l'armée de l'air et l'armée de terre, même si la richesse des résultats l'aurait permis, sachant que j'ai déjà fait des restitutions en interne. Donc quand on pense à la marque employeur, si on doit en retenir une définition, la plus simple qui soit, on peut la définir de la façon suivante, c'est ce qui permet de se rendre unique, distinctif et désirable pour un employeur. Et donc à cet égard, il faut bien distinguer deux concepts qui mettent en perspective la capacité d'attraction et de fidélisation. En premier lieu, n'importe qui, lorsqu'il va vouloir candidater auprès d'un employeur, en tant que candidat potentiel, il va avoir une première représentation, une perception de plusieurs employeurs potentiels et l'une de ces perceptions va être plus avantageuse de son point de vue, il va y percevoir plus d'avantages, c'est ce qui va lui donner envie potentiellement de porter candidature à un endroit plutôt qu'à un autre. Ici, on va parler de marque employeur perçue avant l'entrée dans l'organisation ou de marque employeur externe. Et une fois qu'on a eu le bonheur d'être recruté par un employeur, une fois qu'on travaille au sein d'une institution, et bien dans ce cas-là, on va tout simplement confronter et faire évoluer sa perception de l'employeur avec évidemment l'expérience de travail qui va s'accroissant au fur et à mesure du temps. Et l'idée avec ces deux facettes, externes avant candidature et interne une fois qu'on a été recruté, c'est l'idée qu'il doit y avoir une adéquation entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la facette externe correspond à une forme d'attente initiale qu'on se fait. Et elle peut même constituer, être nourrie en fait par de la communication de la part de l'employeur, notamment par exemple par son site institutionnel, de la communication, sa présence sur des salons. Et donc, elle forme une promesse d'emploi, en quelque sorte, qui doit se vérifier dans l'expérience vécue du sujet. Et donc, le phénomène d'adéquation entre ces deux facettes, il va expliquer potentiellement dans le temps long la fidélisation en emploi. Alors évidemment, quand un écart positif se forme, le vécu est supérieur aux attentes, on a plutôt une fidélisation positive. Dans le cas contraire, évidemment, on peut s'attendre à une baisse de fidélisation.
On en a eu un premier élément de preuve d'un point de vue scientifique par une équipe de chercheurs français qui ont pu mettre en évidence le fait que clairement, quand on avait une déception quant aux attentes initiales, à la promesse d'emploi qui avait été comprise, parce qu'elle est parfois implicitement comprise par le candidat, eh bien on a bien une augmentation de l'intention de quitter. Et plus cet écart déceptif croît, plus l'intention de quitter augmente. Cela dit, cette étude, ce travail avait une grande limite. On a demandé à des salariés en poste depuis plusieurs années, de 3 à 5 ans, d'évaluer leur perception de leur employeur à un moment T, donc en tant qu'employé, et de se remémorer ce qu'étaient leurs attentes initiales à l'époque, ce qui induit potentiellement un biais mnésique. Et en gros, la plus-value de ce projet de recherche que nous portons à 3 grandes parties, eh bien du coup, c'est de procéder à une étude longitudinale et de faire un suivi de cohorte sur 1 an, du premier jour de recrutement jusqu'à la fin de la première année, pour voir comment évolue la perception de l'employeur et ses influences sur l'intention de rester. Avec en perspective le fait qu'on a déjà des travaux qui ont été menés d'ailleurs à l'Armée de l'air et de l'espace par une doctorante de Valorem aussi, Elena Essig, que je salue au passage, qui avait travaillé sur l'appropriation psychologique, en gros, de quelle façon on peut s'approprier une institution pour laquelle on se met à son service en disant nous plutôt que eux. Et elle avait pu mettre en évidence le fait que clairement on avait des changements extrêmement rapides et des grandes fluctuations dans l'appropriation psychologique dès les premiers mois au sein de l'institution. Par analogie, nous posons l'hypothèse qu'il en sera de même s'agissant de la marque employeur et potentiellement de son influence sur la fidélité. Donc je voulais juste vous donner un exemple en fait de ce que ça peut vouloir dire très concrètement en fait de produire une mesure transversale comparativement à une mesure longitudinale. Avec une mesure transversale, en fait, on fait une photo à un moment T. Et donc, tout simplement, on va avoir, à un moment, le point de vue perceptif d'un individu. Ça ne donne pas d'indication, en premier lieu, sur le chemin par lequel il a pu passer, à moins de lui demander ce qu'il en a pensé, mais avec le risque de biais mnésique que je vous évoquais déjà tout à l'heure. Et en outre, quand on compare plusieurs individus, alors ici c'est un peu caricatural, j'ai simplifié volontairement, mais sur une seule et unique mesure, on peut arriver à des niveaux qui sont égaux, alors qu'en fait les trajectoires individuelles ne se valent absolument pas. Et donc l'idée avec un suivi longitudinal, c'est de pouvoir justement avoir plutôt qu'une photo, un film bien plus représentatif et précis de la réalité. Et avec 3 questionnements qui nous guident en fait à travers cette recherche. En premier lieu, comment évoluent les perceptions de la marque employeur dans le temps? Quels facteurs potentiellement permettent d'expliquer ces évolutions dans les parcours des individus au moment où ils le vivent et pas quand ils les reconstituent a posteriori? Et enfin, quelles conséquences ça peut avoir sur l'intention de rester ou la fidélité en emploi selon les termes que vous choisissez? Donc, je viens de vous sortir le grand jeu en quelque sorte, puisque je viens de vous exposer l'ensemble du design de notre travail, et pour autant, je vous l'ai dit en préambule, j'ai à ce jour que des résultats liminaires, donc un recueil et des traitements de données terminés. Donc à ce jour, ce que je vais vous présenter, même si on a prévu une phase qualitative avec des entretiens et une phase quantitative avec un grand nombre de diffusions de questionnaires qui devraient nous permettre d'atteindre une certaine représentativité statistique dans les 2 corps d'armée que je vous ai déjà nommés, aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat de, en tout, 40 plus 38 entretiens qui ont été menés respectivement avec des militaires du rang pour l'armée de terre et des élèves sous-officiers pour l'armée de l'air. Et donc c'est simplement sur ces données-là que je vais m'appuyer pour développer mon propos aujourd'hui. Un mot sur la façon dont on a traité les données, ce qui me semble important. On a utilisé un logiciel qui a été développé par le CNRS et qui s'appelle Alceste. Ce logiciel a pour principale fonction en fait de réduire tous les mots d'un discours qu'on aura tous retranscrits sur les 78 entretiens que j'ai pu réaliser. On les retranscrit tous et en fait il va pouvoir lématiser les mots. Ce qui signifie en fait qu'ils sont réduits à leur radical le plus simple. Je vous en ai mis un exemple juste en bas de l'écran. L'idée ici et l'avantage c'est qu'on peut très facilement comparer des discours différents d'individus et le logiciel est ensuite capable, par système d'association et de différenciation, de constituer des classes de discours qui sont en leur sein suffisamment homogènes et entre eux suffisamment hétérogènes. Donc ce qui signifie qu'on va être capable de rapprocher des termes qui sont souvent employés ensemble par les individus en termes d'argumentation, et le logiciel est aussi capable de détecter quand certains individus développent un type d'argumentation, le type d'argumentation qu'ils ne développent aussi jamais. Donc à la fois par association et opposition. C'est extrêmement utile en fait pour permettre de définir des types de profils, notamment argumentaires, mais aussi des profils perceptifs en l'occurrence, sur une marque employeur donnée. Alors évidemment, à cet égard, on ne peut pas avoir de représentativité statistique en rencontrant 78 personnes. Par contre, il faut que vous sachiez quand même que le logiciel est capable de calculer que les différences qu'il met en exergue ne sont pas dues au hasard, et en ce sens, elles sont significatives statistiquement parlant. Elles sont trop fortes pour être dues au hasard.
Je vous le disais, mes résultats, j'ai essayé de les penser pour cette présentation de façon à ce qu'ils soient intéressants pour le maximum d'organisations possible. Et en outre, je vais les articuler en 2 temps. D'abord, on va s'intéresser à une perspective précise s'agissant de la marque employeur, comment on peut potentiellement la segmenter. Pour ça, je m'appuierai sur les données qui sont issues de l'armée de l'air et de l'espace. Et dans un second temps, je parlerai plus simplement, en tout cas plus simplement en un sens, de ce qu'on pourrait appeler être une perception d'un employeur de données et de ce à quoi ça renvoie. Et on se penchera sur 2 notions extrêmement liées que sont les attributs et les bénéfices qui peuvent être associés à un employeur. Mais j'y reviendrai. Et ça, pour ça, j'illustrerai mon propos avec les données issues de l'armée de terre. Donc, dans le respect du temps qui m'a été imparti, j'ai dû vous présenter de façon très synthétique les résultats auxquels on a pu aboutir. Suite à nos entretiens avec des élèves sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, on a pu distinguer notamment 2 grands types de profils caractéristiques d'association à la marque employeur armée de l'air et de l'espace, si tant est que ce soit une marque, mais c'est le concept qui veut ça, pardonner l'emploi du terme. Et donc, on a eu un premier type qu'on a appelé les profils des dévoués. Alors, s'agissant des noms qu'on a choisis, n'y voyez aucun jugement de valeur, mais il fallait essayer de trouver un mot qui recouvrait une réalité globale. Donc, on a choisi ces 2-là. Ils sont tout à fait changeables. Mais en fait, ici, s'agissant des motivations à l'engagement, on a trouvé avant tout des individus qui ont hérité d'une forme de capital culturel et professionnel directement dans leur sphère familiale. Donc, une forme de déterminisme sociologique, autrement dit. C'est des individus qui ont grandi dans des familles de militaires ou en extrême proximité de militaires, ce qui leur a donné un goût extrêmement prononcé, qui leur a conféré un statut à l'armée de l'air et de l'espace d'employeur de choix. C'est leur employeur de rêve, un rêve qu'ils ont depuis l'enfance. Donc ici, l'employeur est un plan A, et il est avant tout associé à une dimension familiale, il est avant tout associé à un métier passion, aussi bien dans sa dimension militaire que dans sa dimension technique, puisqu'il y a une double réalité métier pour des aviateurs. Et enfin, il est associé à un cadre sain et clair. Sain au sens où on a l'occasion non seulement de travailler son esprit, mais aussi son corps, qu'on a une prise en charge qui permet un rythme de vie qui est extrêmement positif quand on est militaire. Et en outre, sain au sens où il y a beaucoup d'oppositions qui étaient faites dans les discours entre les clartés de rôle qu'il pouvait y avoir à l'armée et une forme de flou artistique, au dire de mes répondants, qui pouvait avoir cours dans le civil. Ici, pour ce profil-là, on a plutôt une fidélité en fait de principe à l'organisation. C'est des gens qui viennent pour s'engager pour la carrière, par principe. Un second profil qu'on a appelé le profil conditionnel et en fait qui recoupe plutôt des individus en fait qui ont connu de précédentes expériences insatisfaisantes, soit scolaires, soit professionnelles, a fortiori professionnelles d'ailleurs. Donc en fait, l'armée en ce sens pour eux était un plan B. C'est-à-dire que ce n'était pas un employeur de choix, c'est pas un employeur qui souhaitait intégrer depuis longtemps. En revanche, l'insatisfaction née de précédentes expériences professionnelles leur a conduit à élargir l'éventail en fait des possibles s'agissant des employeurs qu'ils pouvaient considérer et ce qui les a amenés à postuler. Ici, en fait, ils ont eu connaissance, contrairement au précédent groupe, de l'armée de l'air et de l'espace en tant que marque employeur, si encore une fois je puis m'exprimer ainsi, avant tout grâce aux actions de l'organisation qui s'est rendue visible à eux, à travers la présence sur des salons d'emploi, des publicités sur Internet par exemple, puisqu'ils en sont friands sur cette classe d'âge, on est plutôt sur des 18-30 ans pour vous dire, et aussi sa présence sur des job boards, Monster, etc. etc. Et à cela s'ajoute un phénomène de contingence. J'ai réalisé des entretiens pendant la période de la crise sanitaire, et donc on avait une contraction du marché de l'emploi à ce moment-là, et donc là encore on a eu un effet d'agrandissement de l'éventail des possibles à considérer pour un employeur potentiel, ce qui les a conduits à s'engager. Et donc ils viennent en outre majoritairement de familles non militaires. Pour eux, l'armée de l'air et de l'espace, elle est avant tout vue comme un employeur synonyme de sécurité. Ils viennent chercher une forme de sécurité, ça fait peut-être écho à leurs précédentes expériences professionnelles. C'est un employeur qui est extrêmement prestigieux. Quand on n'en est pas à considérer un employeur de premier choix, le prestige peut être un excellent indicateur de second choix, au dire de mes répondants. Et enfin, c'est un employeur qui a assimilé une forte perspective d'autodétermination, c'est-à-dire de réalisation de soi. C'est des individus qui ont connu les premières tentatives de carrière, quand bien même ils sont jeunes, à travers leurs précédentes expériences professionnelles, qui ont été insatisfaisantes. Ils se sont sentis empêchés et entravés dans la réalisation de leur potentiel, et ils associent très positivement à l'armée des opportunités professionnelles et une capacité à se développer. En revanche, pour ce profil d'individu, on a plutôt une intention de rester qui est dans l'expectative. J'ai souvent entendu au cours de mes entretiens, l'armée me teste, vous savez qu'ils doivent faire leur classe, mais je teste aussi l'armée. Donc on a une fidélité qui n'est pas acquise par principe, mais qui demeure marquée d'un point d'interrogation.
Ces profils, ils sont intéressants à double niveau. Déjà en soi pour comprendre quelle perception on peut accoler à un employeur donné, mais j'y reviendrai, mais aussi parce qu'en fait, ici, ils recoupent des profils de compétences, des spécialités métiers. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant du point de vue organisationnel en termes de gestion de sa marque employeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces profils correspondent à peu près, d'une part pour les dévouer à une spécialité que je qualifierais de mécanique, j'ai nommé la spécialité pour les connaisseurs, et de l'autre côté, les profils conditionnels que je vous ai présentés sont plutôt associés à une spécialité informatique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la spécialité mécanique, au dire de la sous-direction du recrutement, quand j'ai travaillé à cette étude avec eux, en fait, il n'y a pas trop de problème d'attractivité, potentiellement un petit peu de fidélisation, mais c'est plutôt une filière en fait qui n'est pas en tension. En revanche, sur le profil des conditionnels et des spécialistes informatiques, en fait, on est plutôt sur une filière là qui connaît des difficultés d'attractivité et a fortiori de fidélisation. Donc ce qui est intéressant ici de noter, c'est que, en premier lieu, on peut noter le fait qu'on peut distinguer, pour un employeur donné, parmi les gens qui sont attirés par lui, différents profils. Donc ça autorise, en premier lieu, d'adapter le contenu du message communicationnel qu'on souhaite véhiculer à travers sa marque employeur au public qu'on souhaite viser. Il est segmentable, a priori. En second lieu, ça signifie qu'on peut adapter aussi le canal et pas simplement le contenu du message. Pourquoi? Parce que là, dans notre premier cas, dans notre premier exemple, le contenu du message, c'était plutôt les employés actuels de l'organisation. Ce sera auprès d'eux qu'il faudra communiquer pour toucher ce public-là. Et dans le second cas, ce sera les actions émanant directement de l'organisation pour se rendre visible auprès de ce public à travers la présence sur des salons ou, par exemple, des job boards. Et enfin, dernier élément, ces profils recoupent des profils de compétences, au moins en l'espèce. Ce qui est extrêmement positif potentiellement d'un point de vue de gestion de la marque employeur, pas simplement en termes de perception, mais aussi parce que ces perceptions sont assimilables à des profils de compétences qui sont en fait hiérarchisables en fonction de la tension, du point de vue de l'attractivité et de la fidélisation potentielle. Donc ça autorise à l'employeur potentiellement de ménager ses efforts sur les segments qui lui paraissent les plus intéressants et de les réduire sur ceux où il n'a pas de gros besoins. Avec une limite peut-être qu'on peut souligner d'emblée, subdiviser comme ça l'image qu'on peut avoir et communiquer partiellement sur ce qui permettrait d'attirer certains profils de candidats crée potentiellement un risque de manquement de cohérence globale de la marque. Ce qu'on a déjà vu sur des produits ou des services de façon classique et ce qui a priori pourrait être vrai aussi pour une marque employeur. Donc une telle politique et de telles pratiques pourraient emporter ce risque. Deuxième partie maintenant, concernant les résultats plus spécifiquement de l'armée de terre et en s'interrogeant sur vraiment ce qui fonde potentiellement la perception d'un individu. Vous connaissez tous des classements employeurs, j'en suis sûr. Glassdoor, Best Employers, les classements Forbes, etc. Tous, qu'on raisonne à l'échelle des sciences de gestion ou en fait des classements que je viens de vous citer, en général, les classements employeurs sont pensés en mesurant les attributs relatifs à l'employeur, c'est-à-dire les caractéristiques qui lui sont directement, objectivement attribuables. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tangibles nécessairement, on peut aussi verser dans l'ordre du symbolique, mais malgré tout qui sont un minimum attribuables et qui caractérisent l'employeur en premier lieu. On peut penser aux salaires, aux avantages sociaux, aux opportunités de carrière, au type de management. Mais quand on caractérise un employeur sur ses attributs, et quand on cherche en fait à penser sa marque employeur en fonction de ses attributs, on peut se poser la question finalement de l'avantage qu'en retirent les individus qui portent candidature ou qui ensuite sont à son service. Est-ce qui les motive à candidater et d'eux à rester? Et donc quand on s'interroge plus spécifiquement sur ce que retirent les individus de ces caractéristiques, que je vous ai cité à l'instant en vous donnant ces deux profils, on en vient à s'intéresser potentiellement aux bénéfices perçus, qui sont plutôt définis comme l'interprétation qui est faite des attributs afin de répondre à un besoin, à un désir ou à un objectif qui est personnel aux individus, ici. Et là on va plutôt considérer en fait l'estime de soi, le développement personnel ou le sentiment d'utilité, par exemple. C'est une dichotomie, une distinction attribut-bénéfice qui est d'usage courant dans le marketing du consommateur. J'entends bien, loin de moi l'idée de dire un seul instant qu'un employeur est un produit de consommation courante. Cela dit, s'agissant du marketing du consommateur, on a l'habitude de reconnaître le fait que l'attribut appartient au produit, le bénéfice résulte de l'interprétation qui est faite des attributs du produit. Et on sait, en marketing du consommateur, que ce qui est le plus prédictif de l'intention d'achat, du comportement d'achat et de réachat, ce ne sont non pas les attributs, mais les bénéfices. Et en l'espèce, en matière de marque employeur, on n'a pas l'habitude de distinguer les deux, fondant notre intérêt, nous, d'essayer de les explorer un peu plus avant, s'agissant de nos données.
Je vous donne un exemple quand même pour illustrer mon propos qui était pour l'instant très théorique, pardonnez mes usages universitaires. Si on prend l'exemple du salaire, qui est au passage l'attribut le plus étudié quand on s'intéresse au classement employeur, et bien justement, quand on le raisonne à l'aune des bénéfices, le salaire étant un attribut, on peut voir très vite qu'il peut être dérivé en de multiples attributs. Pour certains, le salaire, ce sera la possibilité d'acheter différents services qui permettent d'octroyer plus de temps libre et de temps de loisir. Pour d'autres, c'est la garantie d'octroyer un futur désirable à ses enfants, notamment en leur pourvoyant les meilleures études possibles. Pour d'autres, c'est la possibilité de voyager plus souvent, plus loin à l'autre bout de la planète. Et de façon peut-être plus classique, ce qu'on a tous en tête de façon très spontanée, le salaire, c'est aussi un statut social et des possessions matérielles. Certains ont dit à l'occasion qu'à 40 ans, ne pas avoir de Rolex, c'était ne pas avoir réussi sa vie. On est clairement dans ce type de bénéfice, pour vous en donner un exemple. Et donc, on s'est attaché à relire l'ensemble de nos entretiens, que d'abord on avait centré sur les attributs dans notre premier round d'entretien, et ensuite on a creusé dans un second temps en demandant à chaque fois aux individus comment ils décrivaient leur employeur et ce qui était important potentiellement dans cet employeur et ce qu'ils appréciaient, eux le bénéfice qu'ils en tiraient. Et on a pu mettre en évidence le fait que certains attributs, effectivement, pouvaient être dérivés en des bénéfices extrêmement distincts. Je vais vous donner deux exemples, dans le respect du temps qui m'est imparti toujours, pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos. Souvent a été mis en exergue le fait que, clairement, l'armée de terre était valorisée par les candidats ou les jeunes recrutés, puisque c'était leurs 2 premiers jours d'incorporation, était mis en avant pour, avant tout, ses valeurs et sa culture. Et quand on leur demandait de les définir et pourquoi ça leur semblait important pour eux, on avait 2 grandes modalités de réponse qui ressortaient. Pour un premier groupe de répondants, c'était avant tout le fait de représenter le pays, servir la France, risquer sa vie pour la patrie. Donc quelque chose très en lien avec la mission et le registre symbolique propre à l'institution. Et ce qui témoigne en fait en termes de bénéfices plutôt d'un sentiment d'orientation, d'objectif et d'utilité sociale à travers le travail. Et pour d'autres, c'était absolument pas ça qui était mis en exergue quand eux-mêmes parlaient aussi de culture et de valeurs. Pour eux, l'armée de terre, c'était avant tout une famille. Et là, on répond plutôt à un besoin ou à une forme de bénéfice pour le candidat qui porte sa candidature ou le jeune recruté en termes de besoin d'appartenance et de soutien social. Et donc, ce n'est pas du tout le même bénéfice à partir du même attribut. Second exemple que je vais vous donner, l'exigence. Au risque de vous surprendre, il y a beaucoup de mes répondants lors de mes entrevues qui m'ont dit que le métier de militaire était extrêmement exigeant, aussi bien mentalement que physiquement. Et là, quand je leur demandais pourquoi ça leur semblait important et que eux, ça les attirait, un premier groupe de répondants me répondait que c'était avant tout se mettre au défi, c'était se développer personnellement, c'était améliorer son estime de soi que de réussir à devenir militaire et gagner ses galons. Et pour d'autres, en fait, cette exigence, cette adversité qu'ils partageaient collectivement pendant les classes, c'était le moyen, comme jamais et comme nulle part ailleurs chez un employeur, de forger un esprit de cohésion pour qu'ils deviennent ensuite des frères d'armes. Et donc on retrouve à nouveau une grande différence, puisque là, pour le second groupe de répondants, le bénéfice perçu est avant tout à nouveau celui d'appartenance et de soutien. Donc je vous passe les détails, mais on a fait ça pour l'ensemble des attributs, qu'on a essayé de relier à l'ensemble des bénéfices qu'on pouvait trouver dans la littérature à travers d'autres études. Et ce qu'on a pu mettre en lumière et qui est intéressant, je crois, à ce stade, merci, c'est le fait que, premier élément, un même attribut peut être dérivé en des bénéfices distincts. Je viens de vous en donner 2 grands exemples. La réciproque est vraie. Un seul et même bénéfice, comme par exemple le développement professionnel, peut résulter de différents attributs. Pour certains, c'est l'exigence des tâches, je vous le donnais à l'instant en exemple, mais pour d'autres, ça résulte avant tout de la variété du travail ou de l'environnement de travail, par exemple. Et donc, on peut en retenir plusieurs choses. En premier lieu, quand on s'intéresse aux bénéfices plutôt qu'aux attributs, on est en capacité aussi, en fait, de faire des classifications de perception. Ce qu'on s'est attaché à faire à nouveau. Et là aussi, on peut distinguer des types de profils. Donc j'ai dû à nouveau les nommer, et je suis obligé d'aller vite, mais les classifications LCS sont évidemment beaucoup plus riches que ça. Mais malgré tout, quand on s'intéresse à la première représentation qui tourne autour des missions en fait, de l'armée, on a plutôt des individus, par exemple, qui vont avoir un moins grand niveau de diplôme, qui viennent de familles militaires et qui sont plus âgés dans les groupes de répondants. Pour ceux qui valorisent à travers la valeur et la culture de l'employeur, on a plutôt des individus qui sont tendanciellement plus âgés, qui ont choisi des armes de soutien d'ailleurs, et qui en plus ne sont pas issus de familles militaires. Donc ça permet aussi de segmenter potentiellement, non seulement sur les attributs, mais aussi sur les bénéfices. Premier élément. Et deuxième élément, quand on distingue attributs et bénéfices, il y a autre chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec les bénéfices, on comprend et on s'adresse directement de façon quasiment personnelle en fait, au but, aux désirs et aux besoins des individus.
C'est un levier motivationnel beaucoup plus important que de simples attributs. Pour reprendre et développer l'exemple que je vous donnais déjà, quelqu'un qui est attiré par le salaire, le premier pour des possessions matérielles et le second, en fait, pour avoir du temps pour sa famille et assurer un futur à ses enfants, celui qui sera submergé d'une dose de travail ne sera pas gêné si c'est simplement pour la possession matérielle. Celui qui, ce faisant, n'a pas de temps pour sa famille, malgré le niveau de salaire qu'il caractérisait comme positif chez l'employeur, sera insatisfait et risquera de quitter à terme. Et donc c'est en ça potentiellement que distinguer attributs et bénéfices peut s'avérer extrêmement bénéfique, notamment quand on espère un minimum de prédictibilité s'agissant de la marque employeur sur la fidélité en emploi. J'en termine ainsi, je vous remercie de votre écoute, et puis si vous avez des questions. Merci Romuald. Alors vous avez des micros devant vous, vous pouvez les activer avec le petit bouton qui est là, et je vous demanderai ensuite d'enlever l'activation pour se passer la parole s'il y a des personnes qui veulent intervenir sur la présentation. Je vous en prie. À vous de lever la main et Romuald vous donne la parole. Je distribue la parole peut-être. Très bien. C'est vraiment un chef d'œuvre. En fonction de qui veut intervenir. Je parle un peu vite, mais je ne suis pas désagréable. Témoin explique que vous. Alors, je vais lancer la discussion. En quoi cette étude qui est menée sur un cas limite, en tout cas les armées, l'armée de terre et l'armée de l'air, il est vrai que ce sont des terrains qui ne sont pas forcément explorés dans ces dimensions-là. En quoi ces études sont transposables à d'autres environnements? Comment tu pourrais nous orienter dans cette voie, peut-être pour que chacun puisse se rattacher à ça? C'est ce que j'ai essayé en fait de développer à travers la perspective de segmentation, 2, le distinguo attribut-bénéfice. Ça, je pense que c'est des enseignements qui sont vrais pour n'importe quel type d'employeur et absolument pas seulement l'armée de l'air et ou respectivement l'armée de terre. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu développer aujourd'hui. La segmentation, quand on comprend bien les perceptions qui sont associées à un employeur, qu'on voit qu'elles sont segmentables et 2, qu'on peut les relier à des profils de compétences précis, alors ça c'est transposable a priori à tout type d'employeur. Par contre, en l'état, on ne peut pas transposer directement les profils que je vous ai présentés. Évidemment, il conviendrait de passer par une forme d'audit pour comprendre quelles sont ces perceptions et comment les segmenter. En revanche, ça paraît tout à fait faisable. Et deuxième élément, distinguer attributs et bénéfices, en fait, s'attacher soit à caractériser l'employeur, soit à l'interprétation que s'en font les gens et le bénéfice qu'ils espèrent en tirer d'un point de vue plus personnel. Ça aussi, à mon avis, c'est tout à fait transposable, peu importe le type d'employeur considéré. D'où le fait que j'ai axé la présentation dessus. Enfin, j'ai juste une réflexion. En fait, il y a une double marque employeur dans notre étude, parce qu'il y a l'armée de l'air, mais la plupart des gens qui s'engagent ont aussi la notion de marque employeur État, c'est-à-dire la notion de ce qui est reflété, c'est-à-dire que l'engagement vis-à-vis d'une nation est un engagement vis-à-vis d'un marque. Donc, voilà. Oui, avec une limite, je suis d'accord. En entretien, je leur demandais souvent en fait, mais alors pourquoi pas la police, pourquoi pas la gendarmerie? Quand on veut être utile, parce qu'ils me répondaient souvent ça, je veux servir mon pays, est-ce qu'on n'est pas utile quand on est brancardier? Et il me disait aussi que non, il y avait une forme d'attirance qui était spécifique relativement à cet employeur. Ce que j'essayais de capter en second lieu et ce que j'essayais de vous présenter à travers mes résultats. Mais non, je suis conscient de cette limite. Je suis d'accord qu'il y a un chevauchement, vous avez tout à fait raison. Mais malgré tout, quand on posait la question aux gens, clairement, ils étaient capables d'expliquer pourquoi ils avaient choisi ça plutôt que ça. Et je leur demandais même pourquoi pas telle armée et pas telle autre. Et en général, ils avaient un choix qui était bien déterminé et pour des bonnes raisons. On a tous des bonnes raisons. Je ne dis pas qu'elles sont objectives. Quelle était votre raison d'aller sur ce secteur-là? Ce secteur-là, en premier lieu, quand on est... Je vais répondre un peu longuement, désolé, mais quand on fait de la recherche en sciences de gestion, on a toujours une difficulté frontale, c'est de trouver une organisation qui nous ouvre ses portes. Et j'ai l'impression que parfois, on nous accole l'étiquette du journaliste. Celui qui vient en fait chercher les mauvaises nouvelles et qui va ensuite les répandre dans l'opinion publique. Alors qu'en vrai, c'est vraiment pas notre travail. Et quand on voit le lectorat des journaux scientifiques, je pense qu'il n'y a pas grand risque, mais enfin bon. Et donc du coup, il est très difficile en fait de franchir cette première barrière. Et une seconde, c'est que souvent en plus pour les professionnels, à moins qu'ils y voient un intérêt très marqué, mais les ponts entre le pro et la recherche sont parfois difficiles à faire. Et donc en général, c'est une tâche supplémentaire qu'ils rajoutent à leur travail. C'est rarement dans leur fiche de poste d'accueillir un chercheur et d'aider à faire son travail.
Et donc du coup, on a cette double difficulté qui fait qu'il est difficile d'atteindre des organisations qui sont prêtes à nous accueillir, surtout pour une étude longitudinale comme celle qu'on développe aujourd'hui. Et donc à cet égard, c'est pour ça qu'en préambule, j'ai tenu à remercier l'armée de l'air et l'armée de terre. C'est les seuls qui m'ont accueilli, qui ont été intéressés par le projet et qui m'ont permis de le faire avec un tel niveau d'engagement et de mise à disposition des ressources. Avoir ce niveau-là de données et potentiellement les conclusions qu'on espère en tirer à terme, outre ce que je viens de vous présenter là, c'est un filon d'or pour un chercheur en gestion. Bonjour, j'ai un média qui s'appelle Josphérique, qui est un média sur tout ce qui est innovation et tendance RH. Donc en fait, moi, ma question, c'est donc vous avez basé votre étude sur une marque employeur qui est déjà très forte, puisque l'armée est une marque employeur pilotique, comme vous l'avez dit. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles actions mène l'armée pour donner des perspectives de carrière et de parcours au sortir de l'armée. Parce que c'est bien d'attirer, ça marche aussi pour la réinsertion, pour la valorisation, servir l'État ou autre. Et après, il y a beaucoup de jeunes qui demandent ce qu'il y a de plus. Donc, quels sont les leviers aujourd'hui de marque employeur? Parce qu'il faut bien que l'armée se fasse la tête aussi. C'est plus facile pour elle apparemment que pour les entreprises. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours très innovante comme action pour prolonger cette marque employeur. On parle de onboarding et aussi de la suite. Je vais devoir répondre avec beaucoup d'humilité. Quand on fait une recherche de la sorte, on circonscrit toujours son périmètre. Et en fait, on s'est intéressé à la période onboarding et on s'y est limité parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et donc, je ne suis pas en capacité de vous répondre, je n'ai pas les connaissances pour ça, tout simplement. Voilà. Désolé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les avantages perçus, ressort souvent chez les répondants l'idée que leur réinsertion sera aisée, facilitée et que l'étiquette armée est valorisée dans le civil parce qu'elle est synonyme de rigueur et de sérieux au travail. Oui, je me permets de répondre et puis après j'aurais quand même une question. Très concrètement, vous savez que les armées ont un système RH en flux contrairement à une problématique de stock, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que certains de nos collaborateurs partent de nos camarades pour les remplacer, tout simplement parce qu'on a un impératif de jeunesse, donc il faut qu'on crée un flux et on incite les gens à nous quitter justement tout simplement parce qu'on va rechercher en moyenne une moyenne d'âge à peu près 10 ans inférieure à ce que nous offre la population. Et alors pour répondre très concrètement à votre question, tout simplement, c'est un petit peu comme ces centrales nucléaires, l'effet Venturi, en fait l'aspiration à l'extérieur se fait grâce à la forme. En fait, on arrive à attirer tout simplement parce qu'en interne, on s'est créé notre propre agence de reconversion qui s'appelle Défense Mobilité. Et en fait, on fait tout pour que nos gens sortent proprement. Et l'avantage, c'est qu'à la sortie, effet Venturi, ils disent, en fait, on ne fait qu'un temps et on est bien traité à la sortie, indépendamment du fait qu'effectivement, on peut se targuer d'une marque très intéressante. Et ça crée un phénomène de succion et d'aspiration au début. Donc on a des gens qui sont heureux, qui nous font de la publicité, et derrière, ça crée un système de flux, alors qui est obligatoire pour nous par un impératif de jeunesse, mais qui donne finalement un contrat social qui est compris et qui pour le coup est bout en bout et ce qui fait qu'on est un employeur qui n'est pas un employeur consommateur mais qui va finalement faire de la personne entre guillemets un camarade à vie, même si après il y a une deuxième partie qui fait à l'extérieur. Moi je puis me permettre juste une question, vous nous avez donné beaucoup d'appétit et vous l'avez peu développé sur cette problématique de film versus photo et vous nous avez donné un aperçu justement de top à l'instant T, je prends une cohorte, etc. Étonnamment, un an c'est pas grand chose, donc est-ce que vous avez détecté des choses qui changeraient? Et puis si on devait les détecter sur des gens, une vraie cohorte, il faut les regarder à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, voilà, quelles auraient été vos conclusions si vous voulez bien les partager et c'est quoi le bon timing pour aller prendre des points de mesure? Alors, je viens tout juste de terminer la seconde vague de recueil qualitatif et la vague quantitative est encore en cours. Donc, je n'ai pas traité ces données, donc je vais vous répondre à chaud, mais il faut bien comprendre que du coup, il n'y a pas eu d'analyse à froid dessus. Cela dit, il y a quand même quelques éléments qui ressortent sur en fait, des différences fondamentales. Alors, je ne les ai pas systématiquement traitées, donc je ne peux pas vous répondre avec rigueur, mais il y a vraiment des zones d'étonnement sur la discipline et la militarité, notamment. Peut-être moins haute qu'escomptée, mais pas décevante pour les candidats. En fait, ils trouvent que la passation est plus facile à faire. Donc ça, c'est un premier élément. Et deux, par contre, la capacité à embrasser une diversité de tâches, en tout cas à l'école, puisqu'en fait, quand je les rencontre lors de la période d'incorporation pour les SO, je vais à Rochefort, très concrètement.
Et du coup, ils sont extrêmement satisfaits de ce point-là, avec peut-être par contre une limite énorme qu'ils n'avaient pas anticipée du tout, et qui constitue quand même potentiellement une rupture dans le contrat psychologique, c'est le temps d'attente en fait, entre la formation militaire initiale et le temps de spécialité. Pour certains qui est longue et qui est difficile à supporter. Voilà. Et c'est des moments où en fait ils ont beaucoup de temps pour réfléchir et ça leur est difficile. Et certains ont des missions qu'ils jugent extrêmement intéressantes, d'autres beaucoup moins. Et donc là, il y a vraiment une dépendance contextuelle vis-à-vis de la mission qui leur est confiée dans ce temps d'attente qui change. Mais par contre, vous avez raison, 1 an c'est extrêmement court pour répondre à la seconde partie de la question. On aimerait aller plus loin, mais une thèse c'est 3 ans. Avant, il y a une partie revue de la littérature, après il y a traitement des résultats et écriture du manuscrit. Donc on a pensé 1 an pour ce premier temps. On est intéressé d'aller plus loin, et quand même, mais là en fait, on fait du faux longitudinal quand on fait ça, mais je me suis quand même rapproché de la sous-direction de recrutement, et donc on m'a permis aussi de diffuser ce questionnaire à des sous-officiers qui sont en plein renouvellement de contrat. On m'a expliqué en fait qu'ils doivent décider administrativement 6 mois avant la date d'anniversaire du contrat, et donc dans la fenêtre de 3 mois avant, 3 mois après, ce temps administratif où ils doivent se prononcer, on a procédé aux mesures, donc pour des gens qui sont à 5-6 ans en moyenne. Donc on aura une vision imparfaite d'une comparaison, puisque ce ne seront pas les mêmes individus, entre la perception au moment du renouvellement sur la même population d'un point de vue RH et ceux qui viennent de rentrer. Mais ce ne sera pas les mêmes individus, donc ça limite tous les avantages, enfin certains des avantages que j'ai décrits d'un point de vue méthodologique. Mais on y a quand même pensé. Mais je n'ai pas encore les résultats, mais je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous les présenter, évidemment. Merci beaucoup. Si vous permettez, je terminerai, je compléterai les propos du colonel Vital. Je suis le colonel Cazade de l'armée de terre, même si je suis en bleu. Je partage ça avec mes camarades des autres armées. Histoire de l'armée française, de l'armée de terre française. Pour répondre à votre question, nous saurons d'autant mieux recruter et fidéliser que nous saurons aider et accompagner la reconversion. Voilà, donc nous avons mis un certain temps à comprendre. Impératif de jeunesse, comme c'était souligné par le colonel Vital. Impératif aussi de statut. 80% des personnels de l'armée de terre sont sous contrat. Donc forcément, nous savons que ces personnels, à un moment ou à un autre, devront partir et devront être remplacés. Impératif de coût, puisqu'il nous faut entre 6, 7, 8 ans en fonction des spécialités pour amortir le coût de la formation et de l'entraînement opérationnel. Et puis derrière, nous espérons très modestement que ceux qui partiront encore mieux de l'institution militaire, des armées, seront d'excellents recruteurs sur le long terme, c'est-à-dire d'abord revenant comme réservistes, parce que nous offrons des parcours de réservistes, pour aller chercher des compétences réservables, différents niveaux de réserve. Il ne faut pas forcément être un ancien militaire, mais voilà, des gens qui ont des compétences civiles et qui veulent servir, sont les bienvenus. Et puis ensuite, que chacun d'entre nous, quand il entame une deuxième partie de carrière, sache voilà, faire valoir ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a vécue, ce qu'il a appris, et qu'il puisse, auprès de ses futurs employeurs, apporter toute son expérience. Voilà pourquoi nous avons ouvert nos portes à M. Brouille, parce que là aussi nous cherchons à objectiver ce que nous pensons à travers nos études internes, et l'apport de M. Brouille et votre présence ici pour écouter son étude va nous éclairer sur comment nous pouvons corriger notre perception, comment nous pouvons améliorer notre recrutement, etc. Je vous remercie. Oui. Pardon, les dames d'abord, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Je ne sais pas si ça vous fait une remarque, moi ça serait plutôt attiré par un employeur fort. Notamment, vous l'avez fait en innovant dans le recrutement, en mettant en place beaucoup de service game, de modernité et d'innovation. Mais moi, je dirais comment fidéliser par une innovation managériale plutôt. Fidéliser vos troupes et pour qu'elles continuent à être investies et engagées. Je pense que M. Brouille, là aussi, au travers de son recensement, c'est un point, ce qu'on appelle ça chez nous, c'est le commandement, c'est le style de commandement, le manager, le chef, c'est un des points qui permet là aussi de valoriser la marque employeur. Nous avons une manière de commander différente entre les 3 armées et entre les différents ministères. Chez nous, on appelle ça le commandement, dans le monde civil, c'est le management, c'est pareil. La considération de son personnel,
aider son personnel à progresser, accompagner son personnel. Voilà, ce que fait remonter M. Brouille, un de ses premiers comptes rendus, c'est voilà, les jeunes viennent aussi chercher ça, un cadre, être accompagnés, être considérés. Et ça, c'est la base de tous les managers, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit étatique aussi. Et donc, effectivement, nous cherchons à progresser dans ce domaine, en n'oubliant pas la finalité. La finalité, c'est l'engagement opérationnel. C'est le jour venu que le chef soit capable de donner un ordre et que le subordonné puisse exécuter correctement cet ordre. Je vous laisse compléter. Hein. En fait, à l'échelle de nos résultats, ils viennent chercher ce cadre, et vous l'avez très bien dit, mon colonel. Et en dehors de ça, ils n'ont pas eu encore finalement dans l'expérimentation de ces pratiques managériales, ou plutôt du commandement d'ailleurs. Et donc, il est un petit peu trop tôt au regard de ces données pour pouvoir se prononcer dessus. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on veut observer, notamment on qualifie ça d'un construit psychologique qui s'appelle l'adéquation d'un individu avec son environnement, qui en 4 grandes dimensions, dont l'une est la relation avec la qualité de la relation avec les supérieurs hiérarchiques, et qu'on s'attachera notamment à observer et à mesurer dans la partie quantitative, mais où la première phase de recueil n'est pas encore terminée. Voilà, j'espère, à travers cette réponse qui n'en est pas vraiment une, vous convaincre de revenir m'écouter la prochaine fois. Monsieur, vous vouliez ? Pour la prochaine fois. Là, on a une étude qui parle en fait des salariés vers l'entreprise, de ce qui les ont attirés. Est-ce que dans la prochaine étape de votre analyse, vous allez aborder ce que l'entreprise peut mettre en place pour effectivement travailler cette marque employeur? Parce que ce qui est remarquable en ce moment, c'est une modification du marché du travail par rapport à l'approche de la recherche d'emploi qui a été donc impactée par le Covid, où on va chercher du sens, on vient chercher effectivement un travail qui vous apporte des choses plus qu'un salaire. Et est-ce qu'effectivement, il va y avoir une deuxième partie d'analyse qui va permettre de donner des outils aux entreprises pour pouvoir développer justement cette marque employeur en cohérence de ces changements paradigmatiques? Alors oui et non. Je m'explique. Je pense que le premier pas pour en fait prendre le pouls de ces changements, de de paradigme que vous décrivez et que je ne vous dénierai pas potentiellement, même si le mot paradigme est un peu fort, malgré tout, le premier pas pour le comprendre, je pense que c'est s'intéresser en fait à ce que pensent les gens et à leur perception. Et c'est précisément ce que nous faisons. Et dans un second temps, et c'est la première pierre nécessaire en temps d'eux, à avoir potentiellement des conseils sur les pratiques et des changements de pratiques. C'est pas prévu pour ce travail de thèse, on rejoint le côté circonscrit que j'ai déjà développé, où on est obligé en fait, pour avoir beaucoup de finesse et de rigueur, à la fois méthodologique et d'analyse, de circonscrire notre travail. Et c'est pas un but avoué que d'avoir des recommandations en tant que telles. C'est plutôt le fait qu'on a un audit social, pour le dire ainsi, même si je trouve que le terme n'est qu'à moitié adéquat, sur en gros ce que peuvent penser les individus et l'évolution de leur perception dans le temps. Et ensuite, loin de nous l'idée de dicter aux institutions qui nous accueillent la façon dont elles devraient potentiellement procéder. On mettra évidemment en évidence certains éléments qui nous paraissent saillants au regard des parcours de vie des individus et comment ils cataloguent eux-mêmes les événements qui leur paraissent avoir extrêmement impacté la façon dont ils pensent leur employeur et les moments où ils ont peut-être vécu des changements de perception. Mais en dehors de ça, les pratiques développées par l'employeur ne sont pas un objet d'étude au sens strict du terme de ce travail. Voilà. Donc ce sera fait qu'en demi-teinte pour la deuxième partie de votre question. Une dernière question peut-être avant de passer à la suite. Bien, merci beaucoup pour